commandement du président. Vous le confirmez? Bien sûr, je confirme. Très bien. Vous avez déclaré qu'il y avait une section des blindés, une section de l'artillerie et une section des batailles, y compris l'équipe qui était avec vous-même, c'est ceux-là qui étaient sous votre autorité. Vous confirmez cela? Je confirme. Très bien. Vous avez également reconnu et déclaré à cette barre que le président, et quand il avait une grande mission à l'extérieur, à l'intérieur d'abord, ou à l'extérieur, ou dans certains lieux que vous avez qualifiés de difficiles, là, la mission vous étiez confiée et vous avez également dit que vous avez pour mission de veiller sur l'ensemble de la présidence. Vous reconnaissez avoir dit ça ici, non? La mission? J'ai dit bien, je vais reprendre ce que vous avez dit ici. Vous avez déclaré ceci. Quand le président avait une mission à l'intérieur ou à l'extérieur ou dans certains lieux difficiles, là, on me confie la mission et je veillais sur l'ensemble de la présidence. Vous l'avez dit ici, oui ou non? Je peux déterminer, c'est pas... Non, s'il vous plaît. Non. Moi, je suis... Est-ce que vous avez dit cela? Vous avez dit ça ici? Non, la oui manière non? que j'ai expliqué, c'est pas la manière qu'il a posé la question. Moi, je suis en train de vous faire état de ce que vous avez dit ici. Et ça se trouve sur YouTube. Voilà, je réitère. Vous avez déclaré ceci. Quand le président, et c'était en réponse à des questions que vous posez, monsieur le procureur Al-Gassimo, vous avez déclaré ceci. Quand le président avait une mission à l'intérieur ou à l'extérieur, ou dans certains lieux difficiles, là, on me confie la mission et je veillais sur l'ensemble de la présidence. Vous l'avez dit ici, oui ou non? J'ai accompli les bonnes missions du président, mais je ne peux pas dire que je peux veiller toute la présidence. Monsieur le Président, qui m'en soit donné acte, il est en train de contredire ce qu'il a dit et il a dit ça ici, le primitif en fait foi et la vidéo en fait foi. Le tribunal appréciera ça, maître. Le tribunal appréciera cela. Très bien, monsieur le Président. Alors, j'ai continué avec vous et en raison de ces différentes réponses, je vais vous poser quelques questions par rapport à vos attributions et par rapport à la structure de la présidence. Vous avez parlé des sections. Section blindée, section artillerie, section bata. Chacune de ces sections était composée de combien de personnes? Chacune de ces sections était composée de 30-30. 30 personnes. Plus l'équipe qui était à votre service, elle était composée de combien de personnes? De 30 aussi. De 30 aussi. Alors, en tout, ça fait combien? 120. 120. Merci. Et en quoi consistaient réellement les missions que le président vous confiait? C'était quoi ces missions-là? Il vous confiait quelle mission? C'est comme la mission auquel il m'avait confié. C'est des grandes missions. De fois, il me confie, comme c'était la mission du 28 septembre, pour aller traquer les bandits à main armée qui étaient déjà stationnés à Mania. Ce sont ces missions-là qu'il me confiait. Oh. Et vous dites grande mission. Donc, le président vous confiait la mission d'aller traquer des bandits. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Bien sûr. Et est-ce que le président avait-il le droit de vous demander d'aller traquer les bandits alors
qu'il existait un ministère créé à cet effet, dont celui de M. Moussa Tchegboro Kamara, qui avait pour mission de lutter contre le grand banditisme. C'est possible ça? Ce que j'ai dit... Est-ce que cela était possible? Parce que le président va comparaître ici. Hein? Bien sûr. Alors, si il vous confie une telle mission, alors qu'un département est créé à cet effet, n'est-ce pas, le président lui-même provoquait un conflit de compétences entre vous et le département de M. Moussa Tchegboro, n'est-ce pas? Là-bas, je n'ai pas de réponse pour ça. Vous dites? Je dis là-bas, je n'ai pas de réponse pour ça. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pivi, commandant acte, Monsieur le Président. Je continue. Votre département, quelle était la feuille de route qui vous avait été donnée par le président de la République? Quelle était votre feuille de route? Reprenez la question. Quelle était votre feuille de route, les attributions de votre département? Quelles étaient ces attributions? Expliquez. Oui, mais comme je l'ai bien dit, j'ai dit que ça c'était à la veille du départ pour l'abbé qu'il m'avait instruit cela. Il dit que bon... Non, pas cela. Il veut Écoutez, connaître... ça, ce n'est pas votre mission. Hein? S'il vous plaît, Voilà. Merci. vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle. Il veut connaître les attributions, Voilà. vos pouvoirs, vos prérogatives en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle. C'est ça la question. Mais... Oui, c'est ça, Monsieur le Président. Allez-y. Bon, mes attributions, supposons, je veille sur le président. Veillez sur le président. Oui. Quelle est d'abord veiller sur le président? Et si vous veillez sur le président, quelle est la différence entre vos attributions et celles de l'aide du camp, qui aussi avait pour mission de protéger la personne physique du président? Faites-moi la distinction, je ne comprends pas ça. Ah, mais là, ceci-là est dépendant du régiment. Non. Écoutez, vous dites que votre mission consistait à veiller sur la personne du président. Le commandant Aboubakar Diakité Ditumba est passé ici. On lui a posé la question de savoir en quoi consistaient ses attributions. Il a dit, il a expliqué au tribunal que c'était d'assurer la protection physique du président de la République. Vous aussi, vous dites la même chose. Quelle était alors la différence entre vous, vos attributions, et celle de M. Aboubakar Diakité Ditumba? Puisqu'il ne relevait pas de vous, et puisque vous avez un département en charge. Moi, mon département veille sur la situation, c'est-à-dire sur les missions du président et la vie du président. Nous, on veille sur ça. Quelle mission du président? Quelle mission? C'est ce qu'on veut savoir. Ne passez pas tout votre temps à dire. Mais je vous ai dit bien dire qu'ici, il y a la mission auquel j'étais parti à Mania. Ça ne relève pas de votre ressort. Maître, laissez-le finir, s'il vous plaît. Laissez-le finir. Ok, d'accord. Et la mission auquel on a effectué à l'abbé avant leur arrivée, ça c'est l'une des missions. Et revenons maintenant à votre département ministériel. Ce département, comment son cabinet était-il composé? Quels sont les membres du cabinet? Qui en était le secrétaire général, le chef de cabinet, les différents directeurs? Pouvez-vous nous donner les noms de ces membres qui composaient ces départements? Non, ce département, comme j'ai dit, j'avais un chef de cabinet. Comment il s'appelle? Il s'appelle un certain Pépé. Pépé quoi? Pépé Coulier. Pépé Coulier. Voilà, excusez-moi, Oui. maître, avant de continuer. Je vois les avocats de la défense, s'il vous plaît. Votre place, c'est par là. Hein. Tout ce qui est comme siège ici, c'est pour vous. Il y a suffisamment de place. S'il n'y a pas de place, qu'on libère des places, mais c'est votre place, c'est ici. Ça, vous le savez. Voilà, tous ces sièges-là sont réservés à vous.
pratiquement. Oui, c'était qui le... Continuez. Oui, c'était qui le secrétaire général? Je dis Pépé Collier. Non, vous avez dit chef de cabinet. On Oui, passe. chef Parlons de cabinet. maintenant du secrétaire général. Qui était-il? Comment s'appelait? Il s'appelle, disons. Bon, là, je ne retiens pas tellement son nom. Quelles étaient les directions nationales qui composaient ces cabinets? Les directions nationales. Bon, nous, on n'avait pas tellement de services là-bas à notre niveau. Donc, il n'y avait pas de direction nationale. On n'avait pas tellement de services à notre niveau. Et sur le plan national, y avait-il des directions préfectorales? Non. Non. Il n'y en avait pas non plus. Et quels étaient les dossiers brûlants que vous avez eu à gérer en votre temps? Les dossiers brûlants concernant des questions de sécurité présidentielle. 2 dossiers au moins. Oui, mais il y avait certains dossiers qui, quand de fois les éléments de la frontière nous envoient des flashs, on nous envoie cela pour justifier et on dépêche des missions jusqu'à Pamalap, c'est-à-dire la frontière, pour regarder. Voilà certaines de nos missions. Est-ce que des questions intéressant l'intégrité territoriale, telles que des questions intéressant Pamalap, relèvent de votre ressort, vous qui devez vous occuper de la question présidentielle, de la sécurité présidentielle du ministre? Bien sûr. Vous n'êtes pas en train de faire un mélange des genres? Non, on ne mélange pas. Si vous mélangez. J'ai continue. Alors, en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous avez eu à dire ici que vous ne participiez pas à la planification des sorties du président de la République. Parfois, le président sortait sans que vous n'en soyez informé. Vous confirmez cela? Si, je confirme. Alors, avec toutes ces réponses, qu'est-ce que vous avez comme occupation en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle? Puisque ce n'était pas vous qui assurez concrètement la sécurité du président. Quand son cortège faisait des sorties, vous n'étiez pas là, vous ne planifiez pas. Mais qu'est-ce que vous faisiez réellement là-bas en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle? Oui? Alors, moi, je jouais mes rôles, mais ce n'est pas aussi tous les rôles que je jouais. vous ne pouvez pas me dire ça. Dites ça au peuple de Guinée au moins. Pas ma personne. Comme je l'ai déjà dit. Monsieur Claude Pivi, mon colonel, et avez-vous une fois siégé au Conseil des ministres? Au départ du pouvoir, on siégeait au Conseil des ministres. Vous avez siégé. C'était autour de quel dossier, par exemple? Ah, là, il y avait beaucoup de dossiers. Je ne peux pas retenir les dossiers. Est-ce que vous avez eu à présenter un seul dossier en votre qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle devant le Conseil national de transition, le CNT? Vous avez eu à défendre un budget là-bas, comme les autres ministres le faisaient? Si j'ai défendu certains dossiers, compte tenu des mouvements frontaliers, ainsi de suite, comment les éléments devaient se comporter au niveau de la frontière. Je dis bien un budget. Vous connaissez le CNT, qui était l'organe législatif qui servait des parlements pendant la transition sous le CNDD. Avez-vous présenté votre budget sectoriel là-bas, le budget concernant le département chargé de la sécurité présidentielle? Vous avez présenté un budget comme les autres ministres le faisaient? Vous l'avez fait? Vous allez m'excuser, là-bas, on va revenir au 28 septembre parce que là-bas, est-ce que vous avez présenté un budget là-bas? C'est aussi simple que ça. Moi, je n'ai jamais présenté un budget. Très bien. Alors, avec toutes ces réponses, êtes-vous d'accord avec moi que
le ministère chargé de la sécurité présidentielle n'était qu'une coquille vide, juste pour vous contenter. Êtes-vous d'accord avec moi? Qu'il n'y avait rien à faire là-bas. C'est ça, non? Non. Et vous voyez, comme il n'y avait rien à faire là-bas, vous vous êtes adjugé les prérogatives des officiers de police judiciaire. C'est ça, non? Non. Est-ce que vous savez que vous, en tant que ministre de la République, qui ne vous revient pas de procéder à l'arrestation des auteurs des infractions à la loi pénale, vous le savez? Que ça ne relève pas de vos attributions, vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour ces questions-là. Ah. On continue. Savez-vous que vous, quand vous procédez à l'arrestation d'un citoyen en tant que militaire, alors que nous avons la police judiciaire, et en votre temps, le rôle, les pouvoirs de la police judiciaire étaient définis à l'article 11 du Code de procédure pénale, qui prévoyait clairement que c'est à la police judiciaire de constater les infractions à la loi pénale, de rechercher les auteurs, d'en rassembler les preuves et de livrer les auteurs aux juridictions compétentes. Si vous le faites, est-ce que vous saviez que vous vous rendez coupable d'une infraction à la loi pénale? Vous le savez? Et dont la peine allait de 5 à 10 ans de détention criminelle. Vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Bon, je vais vous aider, hein. Je vais vous donner lecture des dispositions de l'article 128. L'article 128 de l'ancien code pénal, qui était applicable en ce moment, disposait ainsi qu'il suit. Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent, un préposé ou un membre du gouvernement, vous étiez membre du gouvernement, donc ce texte s'applique à vous, aura donné ou fait quelque acte arbitraire ou porté atteinte soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques qu'un citoyen ou de plusieurs citoyens, soit à la loi fondamentale, il sera condamné à la peine de 5 à 10 ans de détention criminelle. Mon colonel, vous avez eu à dire ici, en répondant à des questions qui vous ont été posées, que lorsque vous arrêtiez un citoyen, que vous lui donnez des coups et vous le libérez. Savez-vous que ces agissements tombent sous le coup des dispositions de l'article 128 du Code pénal? Vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Saviez-vous, bon, quand vous permettant... S'il vous plaît, je vous ai dit vos droits. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de réponse. Je vous ai dit vos droits. Soit vous répondez par oui, par non. D'accord. Ou vous dites que vous ne répondez pas. D'accord. Voilà. Et en ce moment, le tribunal va apprécier. Mais répondez aux questions avec courtoisie. D'accord. Parce que de l'autre côté, on vous pose des questions depuis qu'on a commencé. C'est avec courtoisie qu'on s'adresse à vous. Donc, répondez aux questions de la même façon. Merci, monsieur. Continuez, maître. Merci, monsieur le Président. Saviez-vous qu'en acceptant ce que vous appelez mission, et c'est une mission imaginaire, nous allons le démontrer tout à l'heure, en acceptant, alors que vous n'en avez pas la qualité, de vous rendre à Manéa, comme vous le dites, pour arrêter des citoyens, que vous vous êtes rendu coupable de cette infraction, vous le saviez? Non. Donc, je vous l'apprends, vous vous êtes rendu coupable de cette infraction, si vous ne le saviez pas. Est-ce que vous saviez, vous l'avez dit ici, que lorsque vous arrêtez un citoyen, que vous le conduisez devant un service de police judiciaire, savez-vous qu'en le faisant, vous vous rendez coupable de cette infraction? Le savez-vous? Non. Je vous l'apprends, vous vous êtes rendu coupable de cette infraction. Je continue. Et le même article poursuit en disposant que si néanmoins il justifie qu'il a reçu par ordre de ses supérieurs hiérarchiques
pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il aurait été due obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ces cas, appliquée seulement aux supérieurs hiérarchiques qui auront donné l'ordre. Vous avez eu à dire ici que c'est sur ordre du président Dadis que vous accomplissez ces missions attentatoires à la liberté individuelle des citoyens. Alors, ça veut dire que si vous parvenez à en administrer la preuve, vous, votre responsabilité va être dégagée et celle du président Dadis sera engagée. Alors, avez-vous la preuve de l'ordre que le président Dadis vous aurait donné? Avez-vous la preuve? Si, j'ai certaines preuves. Oui, où est la preuve? Où est l'ordre de mission qu'il vous a donné? Où est l'ordre de mission? Où est l'ordre de mission? Il n'y a pas eu un ordre de mission. Alors, quelle est la preuve? Parce que moi, j'aurais du mal à vous croire lorsque vous parlez comme ça. Où est la preuve? Répondez. Il n'y a pas eu un ordre de mission pour ça. Voilà, donc il n'y a pas de preuve. Parce que ici, vous devez être à même d'administrer la preuve de vos déclarations. Il ne suffit pas d'autres questions, maître. Merci, monsieur le président. Saviez-vous qu'en vous improvisant officier de police judiciaire pour arrêter des citoyens, que vous avez provoqué un conflit de compétences avec monsieur Moussa Tchegboro Kamara, ministre chargé des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et du grand banditisme, dans les attributions duquel ce rôle apparaissait clairement. Vous le savez? Vous savez cela? Non, mais moi j'avais toujours fait ça, depuis, pas seulement en notre temps. Ok, sachez maintenant que en le faisant, alors vous avez eu à provoquer des conflits de compétences. Est-ce qu'il arrivait au président de régler de tels conflits entre vous et M. Moussa Tchegboro? Reprenez la question. Est-ce qu'il arrivait que le président règle de tels conflits de compétences que vous créez en permanence? Non. Non. Donc, il vous laissait faire. Oui. Alors, dans ces conditions, s'il vous laissait faire, voulez-vous nous dire que c'était lui même qui acceptait l'anarchie au plus haut sommet de l'État? C'est ce que vous voulez nous dire? Non. C'est ce que ça laisse apparaître clairement. Alors, parlons à présent de vos différents procès verbaux. Mon colonel, à la question de savoir que savez-vous des événements survenus le 28 septembre 2009 au stade du même nom, pourquoi avez-vous donné des réponses différentes aux gendarmes agissant sur commission rogatoire et aux magistrats instructeurs? Pourquoi avez-vous donné des réponses différentes par rapport à une même question? Pourquoi? Excusez-moi. Pourquoi? Ce que je connais concernant le 28 septembre, je vais bien expliquer ce qui me concernait, ma part de vérité. Il veut savoir pourquoi vous avez donné des réponses différentes aux gendarmes et aux juges d'instruction. Moi, je n'ai pas donné des réponses différentes. Bon, je vais vous aider. Hein? Et pourquoi, dans toutes vos déclarations faites dans cette affaire devant la gendarmerie, du début jusqu'à la fin, vous n'avez jamais parlé d'une quelconque mission que le président Dadis vous aurait confiée, tendant à traquer des malfrats qui auraient détourné des véhicules? Pourquoi vous n'en avez jamais parlé? J'ai votre procès verbal dressé devant la gendarmerie. Nulle part vous n'avez parlé de cette mission. Pourquoi? Pourquoi vous n'en avez pas parlé là-bas? J'ai bien dit ici que ce que j'ai dit, ce n'est pas ce qu'ils ont écrit. J'ai dit qu'il y a certains paragraphes auxquels ils n'ont pas placé là-bas. J'ai bien dit ça devant le barreau. Mon cher, vous savez, quand vous avez réagi de cette façon, monsieur le procureur avait pris soin de vous montrer ce procès verbal. Vous avez reconnu votre signature qui y est apposée.
et vous l'avez même paraphé. Oui ou non, cela a été fait ici? Oui ou non? Bien sûr, je vais bien dire ici. Lorsqu'un intellectuel, lorsqu'un haut cadre et de surcroît un ministre de la République signe un document, ce document l'engage oui ou non? Mon colonel. Tout ce que j'ai dit là-dedans, je dis bien, pas tout ce que je n'ai pas dit. Répondez à la question. Est-ce que quand un haut cadre, un ministre de la République signe un document, ce document l'engage oui ou non? C'est ça la question. Non. Ah bon? Alors, c'est grave. Et je continue. Alors, n'est-ce pas, et le fait par vous d'écarter ça maintenant pour adopter une nouvelle stratégie de défense devant les magistrats instructeurs et qui a consisté à inventer une mission dont vous n'avez jamais parlé devant la gendarmerie? N'est-ce pas une façon pour vous de fuir votre responsabilité dans cette affaire? Oui? Répondez. Non. Et pourquoi alors vous niez vos déclarations contenues dans le procès verbal dressé devant la gendarmerie? Pourquoi vous niez? Pourquoi? Je ne nie pas ce que j'ai dit. J'ai bien dit ce que j'ai dit. C'est pas certaines parties qui ne sont pas écrites. Bon sang. Mon colonel, savez-vous que le 27, à la veille du 28 septembre, une consigne a été donnée, une consigne générale à tous les militaires, comme quoi chacun devrait être consigné le 28. Vous le savez? Je le sais. Voilà. Donc, vous savez qu'une consigne générale a été donnée. Et en sortant, est-ce que vous n'avez pas violé cette consigne générale qui s'appliquait à tous les militaires confondus? Je n'ai pas violé ces consignes, puisque moi, l'ordre était déjà donné à moi par le chef de l'État. Où est la preuve de l'ordre? Où est la preuve? Où est la preuve? Vous voulez dire que le président Dadis vous a donné l'ordre de violer une consigne générale donnée à tous les militaires? C'est ce que vous voulez vous insinuer? C'est ce que vous voulez dire? Allez-y. Quelle est la question? Je veux savoir, Monsieur le Président, puisqu'une consigne générale avait été donnée la veille à l'occasion d'une réunion de tous les chefs d'état-major, et c'était la consignation au quartier de tous les militaires. Alors, il dit que lui, il était sorti sur ordre du président. Je veux savoir, en sortant sur ordre du président, est-ce qu'il est en train de nous dire que le président de la République s'est associé à lui pour violer une consigne générale? Vous avez compris la question, répondez-la. Oui, mais j'ai bien dit depuis la fois passée ici que moi, j'ai eu les instructions à la veille du départ pour l'habit. Donc quand je suis revenu, je n'ai pas tenu compte d'une décision où, parce que... Est-ce que le président s'est associé à vous pour violer une consigne donnée? Non. Savez-vous que si il vous donne l'ordre, il vous donne des instructions allant dans le sens d'aller traquer des bandits, alors qu'il y a une consigne donnée, savez-vous que le président se rend complice de la violation d'une consigne générale? Vous le savez?
Mais c'est le président qui commande. S'il me donne l'ordre, je ne peux pas rester assis. Je dois accomplir ma mission. Voilà. Et je vous apprends que dans ces conditions, le président s'est rendu coupable de la complicité de violation d'une consigne générale. Et je vous dis que c'est une infraction qui était prévue à l'article 101 du Code pénal du 31 décembre 1998. Et je vous donne lecture des dispositions de l'article 101 du Code pénal. Et en tant que militaire, je crois que vous devez savoir que la violation d'une consigne est une infraction. Est puni de 2 à 6 mois d'emprisonnement tout militaire qui viole une consigne générale. Vous voyez ça? Donc, un président de la République peut s'associer à vous pour violer les lois de la République pour lesquelles il prête serment avant d'entrer en fonction, pour le respect desquels il prête serment avant d'entrer en fonction. Des questions. Oui. Je veux savoir. Oui. Non. Alors, est-ce que dans ces conditions, c'est que vous dites vos déclarations selon lesquelles le président vous aurait donné l'ordre d'aller exécuter une telle mission, est-ce que ces déclarations tiennent la route parce que vous êtes en train de prendre le président pour complice de vos agissements? Oui? Oui, mais s'il ne m'avait pas donné les ordres, je ne peux pas aller comme ça sur ma tête. Je continue, puisque vous ne voulez pas répondre. Mais dites-moi, pourquoi vous contredisez dans vos 2 procès-verbaux? Tantôt, vous déclarez, d'ailleurs dans le premier procès-verbal, que vous avez été interpellé par un citoyen qui vous aurait informé que des militaires sont en train de tirer sur les paisibles populations au stade du 28 septembre. Et qu'immédiatement, vous vous êtes rendu au camp pour en informer le président. Ça, c'est votre première déclaration qui est consignée dans le procès verbal dressé devant la gendarmerie. Mais c'est encore vous qui déclarez cette fois-ci dans le procès verbal dressé devant les magistrats instructeurs et que c'est au sortir de votre compte rendu fait au président Dadis que vous auriez été informé par certains militaires, cette fois-ci vous ne parlez pas des citoyens, par certains militaires que d'autres sont allés tirer sur la population au stade du 28 septembre et que vous serez revenu sur vos pas pour demander au président Dadis quel était le groupe qui a eu à opérer ainsi. Pourquoi cette différence, cette variation dans vos déclarations faites devant les autorités judiciaires, mon colonel? Pourquoi? Question? Oui, mais je demande pourquoi vos variations là. Tantôt, c'est un citoyen qui vous aurait informé. Et puis, pendant que vous reveniez, voilà, après, tantôt, ce sont des militaires qui vous auraient... Pourquoi ces variations? Pourquoi ces variations? Pourquoi? Moi, j'ai bien dit, j'ai dit, les premières informations, c'est au niveau de quand je suis venu à Bambeto, que les citoyens de là-bas, quelques minutes après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que, voilà, il y a des militaires qui tirent au stade du 28 septembre, et que moi, je les ai dit, bon, d'accord, moi, je vais rentrer au camp. Pourquoi? Je ne demande pas de nouvelles explications. Si vous ne pouvez pas expliquer, alors je continue. Voilà. Et vous avez eu à déclarer, et vous l'avez réitéré ici, comme quoi, lorsque vous avez eu à annoncer au commandant Toumba votre décision de l'arrêter, qu'il aurait pleuré, disons, à chaudes larmes. Vous l'avez dit ici, vous confirmez?
Je confirme. Très Il bien. est là et le président est là. Est-ce que vous savez que dans vos mêmes déclarations, contenues dans le procès verbal dressé devant la gendarmerie, vous avez encore affirmé que lorsque vous avez pris cette décision, que M. Aboubakar Diakité Ditumba a répliqué en disant que vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous reconnaissez cela également? Qu'il a répliqué en disant que vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous reconnaissez cela ou bien je vais vous donner lecture? Je répète bien que quand je l'ai dit que je dois l'arrêter, il était arrêté à la porte du président. Il a parlé beaucoup de mots là-bas. Après, finalement, il a commencé à pleurer. Donc, voilà. Vous dites dans vos déclarations qu'il a répliqué en disant que vous ne pouvez pas l'arrêter. Non. Vous ne l'avez pas dit? Il n'a pas répliqué. Bien, mon cher, je vous donne lecture puisque vous ne faites que vous contredire. Je vous donne lecture de vos déclarations avec la permission bien entendu de Monsieur le Président. À la page 2, paragraphe 2, vous avez dit ceci. Parce qu'il était allé gâter le travail de Thieboro et ses hommes qui étaient qui étaient désignés pour le maintien d'ordre au stade, sur le coup, Toumba a répliqué en disant que je ne peux pas l'arrêter. C'est vous qui le dites. C'est écrit noir sur blanc dans vos déclarations faites devant la gendarmerie. Alors, je veux savoir, il est possible que celui que l'on veut arrêter et qui se met à pleurer, que la même personne dise non, vous ne pouvez pas m'arrêter. Est-ce que cela est possible, logiquement parlant? Si les témoins sont là, ils vont mieux m'expliquer par rapport à moi. Je vous ai bien dit qu'il a parlé beaucoup de mots avant de pleurer. Mon cher, n'est-ce pas, vous êtes en train de vous contredire. Vous faites de la contradiction votre moyen de défense. N'est-ce pas? Non. C'est ce que vous êtes en train de faire, mon cher. Alors, reconnaissez-vous que dans vos déclarations faites devant la gendarmerie, par 2 fois au moins, lorsque vous avez annoncé votre décision d'arrêter M. Aboubakar Diakité Ditumba, 2 fois au moins, le président s'y est opposé en vous disant que c'est lui qui a sauvé les leaders. Vous le reconnaissez? Je ne reconnais pas ça. Mon cher, ça ressort également de vos déclarations. De vos déclarations que vous ne voulez plus reconnaître. Et je vais vous aider en lisant vos propres déclarations. Alors, le paragraphe 2 de la page 4. Et vous avez dit ceci. 2 jours plus tard, vu la pertinence et l'insistance de ma question, il m'a répondu, le président, que contrairement à ce qui s'est dit, que son aide de camp Aboubakar Diakité alias Toumba était parti en ces lieux pour sauver les leaders présents à cet endroit. C'est vous qui le dites. Ensuite, à la page 5, vous avez déclaré également que le président n'a pas voulu entendre mes intentions. Bien au contraire, il persistait à dire que Toumba était parti au stade pour protéger les leaders. 2 fois, vous avez eu à dire librement vous-même que le président s'était opposé à l'arrestation de Toumba parce qu'il s'était
tout simplement rendu au stade pour sauver les leaders. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça aujourd'hui? Pourquoi? Quelle est la haine viscérale qui vous anime à cet instant précis pour ne pas reconnaître vos déclarations? Pourquoi? Oui? Quelle est la haine qui vous habite et qui fait que vous ne pouvez pas reconnaître vos propres déclarations? Je ne reconnais pas ça, la partie là. Très bien. Vos déclarations sont déjà consignées. Ça vient à la décharge du commandant. Voilà. Et saviez-vous, mon colonel, que le président Dadis a eu à dire dans son procès verbal d'interrogatoire qu'il avait peur d'arrêter Toumba à cause de ce qu'il appelle éventuelles victimes collatérales. Vous le savez? Vous le savez? Non. Bon, je vous l'apprends, hein. Il a déclaré ça dans son procès verbal. Et vous-même, à la page 7 de votre procès verbal d'interrogatoire, procès verbal dressé devant les magistrats instructeurs, vous avez dit également que vous n'avez pas pu l'arrêter parce qu'il fallait éviter un autre bain de sang. Vous le reconnaissez? Vous le reconnaissez? Non. Vous ne confirmez pas? Ok, je vous donne lecture, hein, parce que vous avez tendance à tout nier. Hein, à tout nier. Avec la permission de Monsieur le Président. La page 7, pour vos avocats, la page 7 de votre interrogatoire, au fond, devant les magistrats instructeurs. Et c'était la dernière question à la page 7. Question: selon vous, qui vous a empêché de mettre aux arrêts Toumba Diakité? Réponse: j'avais bien sûr décidé de le mettre aux arrêts, mais il traîne une troupe bien armée derrière lui. Il fallait être prudent et éviter un autre bain de sang. Vous reconnaissez avoir dit ça, oui ou non, mon colonel? Oui ou non? Oui ou non? Non. C'est le président, voilà, il devient champion en négation. Je continue. Mais dites-nous, dès lors que vous et le président Dadis, vous reconnaissez que le commandant Toumba ne pouvait pas être arrêté par vous, alors, n'est-ce pas, c'est la reconnaissance qu'il était l'incarnation d'une force redoutable au sein des forces armées en votre temps et qui était craint aussi bien par vous que par Monsieur le Président. N'est-ce pas? N'est-ce pas, mon colonel? Reprenez votre question. Je dis bien, en vous et le Président, le fait d'avoir eu peur d'arrêter le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, n'est-ce pas la preuve qu'il incarnait une force redoutable en votre temps et qui était craint aussi bien par vous que par le président Dadis? Oui ou non? Moi, je ne peux pas craindre rien. Les preuves sont là. Voilà. Vous pouvez nier, hein, tout ce que M. Diakité représentait. Alors, saviez-vous que M. Aboubakar Toumba est capable de mettre en déroute tout un camp? Vous le savez? Moi, je ne sais pas. Alors, comment vous expliquez qu'il soit parvenu à mettre en déroute et à obliger certains militaires à nager même au large de la mer, et ces forces étaient composées
d'une cinquantaine de militaires et qui étaient armés jusqu'aux dents et qui avaient pour mission de l'assassiner pour lui faire porter toute la responsabilité de cette affaire. Comment vous pouvez expliquer ça? Il était braqué par des armes de toutes parts. Oui? Comment vous pouvez expliquer ça s'il n'est pas une force redoutable? Comment vous pouvez expliquer cela? Allez-y. Moi, ce que je sais, si moi j'étais présent sur le terrain, personne d'entre eux n'osait braquer l'arme sur le président. Il ne peut pas. Mais, il n'a aucune force. Parce que d'abord, le camp Makambo, ça c'était leur zone. Où vous étiez, quand le président partait, si vous étiez capable de quelque chose, est-ce que le président se serait passé de vos services? Si vous étiez capable de quelque chose. Vous-même, vous n'avez pas pu l'arrêter, vous l'avez dit. Donc, ne nous dites pas des choses comme ça. Si je n'ai pas pu l'arrêter, pourquoi c'est pas arrêté? Vous n'avez pas, vous l'avez dit. On continue. Il devait attendre en Guinée ici. Quand moi j'étais déjà informé, il devait attendre. Attendez, je vous pose une question par rapport à ça. Voilà. Mon colonel, et reconnaissez-vous que si M. Diakité ne s'était pas mis à l'abri en fuyant la vengeance féroce, aveugle, que vous avez engagée ici, alors il ne serait pas là aujourd'hui pour faire entendre la vérité au peuple de Guinée. Est-ce que vous le reconnaissez? Je ne peux pas reconnaître un mensongère ici devant les gens. C'est ça la vérité. Alors, pourquoi vous et vos hommes, vous avez engagé une chasse à l'homme qui consistait à arrêter ça et là des personnes supposées être proches du commandant? Pourquoi vous avez engagé une chasse à l'homme? Est-ce que vous constituez la police judiciaire? Est-ce que c'est votre rôle d'arrêter des personnes supposées s'être rendues coupables des infractions à la loi pénale? C'est votre mission? Il y avait un chef de bataillon. Moi, c'est pas moi. Ma mission était de chercher Toumba, qui était l'acteur principal. Mais est-ce que c'est votre mission, ça? Quel est le texte de loi qui vous confère une telle mission? Ça, c'est ma mission personnelle même, c'est ma mission. À quiconque qui tire sur le président, ça c'est ma mission de faire sa recherche. Donc ça veut dire que dans une république, ministre de votre État, vous étiez à même de vous arroger des pouvoirs qu'aucun texte ne vous reconnaît. C'est ça? C'est ça un ministre? C'est ça on sert sa nation? Mon colonel, c'est cela? Je continue. Quelle est votre réponse? Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci, Monsieur le Président. Il n'aura jamais de réponse. C'est ça. Les faits lui collent à la peau. Et par deux fois également, dans vos déclarations faites devant la gendarmerie, vous avez eu à déclarer que M. Moussa Tchegboro Kamara a été désigné par le président de la République pour assurer le maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Et vous-même, hein? Oui, d'abord, oui, allons-y. Est-ce que vous confirmez cela? Vos déclarations faites devant la gendarmerie, par deux fois au moins, vous reconnaissez que c'est le président qui a désigné M. Moussa Tchegboro à l'effet d'aller assurer le maintien d'ordre. Vous confirmez cela? J'ai bien dit que le colonel Tchegboro, y compris ses éléments et la police, ça c'est eux qui sont chargés du maintien d'ordre. Vous avez dit qu'il a été désigné par le président. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que vous le confirmez ou vous niez ça aussi? Je ne confirme pas ce paragraphe-là. Vous niez? Je ne confirme pas. Très bien. La négation est devenue la règle pour vous. On continue. Est-ce que vous étiez présent lorsque le président
lui donnait l'ordre d'aller assurer le maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Étiez-vous présent? Non. Et pourquoi vous le dites? Pourquoi vous l'avez déclaré? Vous n'étiez pas présent et vous l'avez déclaré. Pourquoi? Bien sûr, mais parce que depuis avant, même notre pays de pouvoir, c'est eux qui sont chargés de maintien d'ordre avec la police. Mais vous avez appris, on a parlé tout à l'heure de la consigne générale qui avait été donnée et qui consistait à, pour tout militaire, à rester consigné dans les quartiers. Alors, et lorsque vous dites cela, est-ce que vous êtes en harmonie avec vous-même? Oui? Quelles que soient les consignes données, mais si c'est des manifestations, quel que soit le niveau de manifestation, c'est la gendarmerie et la police qui est habilitée à mettre de l'ordre. Donc, vous voulez dire que au niveau de nos forces armées, il n'y avait pas, ou au niveau même de la gendarmerie, qu'il n'y ait pas d'ordre, qu'il n'y avait pas de cohésion et que chacun pouvait faire ce que bon lui semblait. C'est ce que vous voulez me dire? Mais devant ici, là, il y a eu des gens qui ont dit que la gendarmerie avait dépêché certaines unités de la gendarmerie qui étaient venues. Est-ce que les services de Kéboro en faisaient partie? Mais ils font tous faire partie parce qu'ils relèvent de la gendarmerie en général. Attendez. Je vais vous donner lecture du procès verbal des dépositions du général Ibrahima Baldé. Il est clair, hein? Il a donné la situation de toutes les forces de sécurité qui avaient été planifiées ces jours-là. Je vous en donne lecture. Page 2. Page 2. Il dit ceci. Et d'abord, je vais commencer par lire ce qu'il a eu d'abord par rapport à la consignation. Il dit, à la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police devraient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devraient être consignés. Pour l'exécution de notre mission, nous avons mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Voilà, c'est lui qui a assisté à la réunion. Est-ce qu'il a parlé ici des services spéciaux, mon colonel, que vous considérez être ce jour un service de maintien d'ordre? Est-ce que ce service a été planifié au cours de cette réunion de nos forces armées? Ça veut dire que vous-même, vous n'étiez pas en phase avec les autres forces armées? C'est ce que ça veut dire? Ou bien vous n'étiez pas informé? Moi, je n'étais pas informé de la réunion même. Voilà. Donc, quand on s'est dit ministre chargé de la sécurité présidentielle, et puis on n'est pas informé de la moindre situation, et vous êtes en train de me discuter. Voilà. Moi, je vous informe, je vous donne la bonne information, parce que je maîtrise mon dossier. Voilà. Et pourquoi vous êtes en train de revenir sur toutes vos déclarations, de remettre en cause toutes vos déclarations? Pourquoi? Pourquoi vous le faites? Dans quel intérêt? Pourquoi vous le faites? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Voulez-vous couvrir qui? Au mépris de la vérité. Voulez-vous couvrir qui? Vous n'avez pas de réponse non plus? Non. Très bien.
Parlons à présent du régiment commando. Le régiment commando. Alors, et qui était le commandant du régiment commando? Qui était le commandant du régiment commando? Depuis le début de mouvement ou quoi? Non. Qui était le commandant? Moi, on ne me pose pas de questions, on répond. Le commandant du régiment au départ, comme j'avais toujours dit, c'était le commandant Aïdor, paix à son âme, et le commandant Saha Alphonse Touré. Mais après avoir pris ces éléments-là par le commandant Toumba, les mettre en prison à Kassa, arbitrairement. Donc celui maintenant qui a pris le mouvement du régiment en main. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous affirmez, que c'est mon commandant Aboubakar Diakité Ditumba qui était le commandant de ce régiment? Vous maintenez cette déclaration? Je maintiens cette déclaration. Et une question vous a été posée tout à l'heure. Je reviens sur cette question. Et pour occuper ces postes, quel est le grade qu'il fallait avoir? Bien sûr, comme j'ai toujours dit. Non, quel est le grade? Répondez à la question qu'on vous pose. Quel est le grade requis pour occuper les fonctions de commandant du régiment? Quel est le grade requis? Dans le vrai règle, le grade de commandant du régiment, tu peux être au moins lieutenant-colonel. Alors, est-ce que M. Toumba, en ce moment, était lieutenant-colonel? Mais celui qui s'est donné ce titre-là... Est-ce qu'il était lieutenant-colonel? Répondez aux questions, après on passe. Il n'était pas lieutenant-colonel. On passe. Alors, en dehors de cela, quel est l'acte de nomination? Qui nomme à ce poste? Au poste de commandant du régiment. Qui nomme à ce poste? C'est vous? C'est pas moi qui nomme les gens. Qui nomme à ce poste? Qui nomme à ce poste? Ce poste, soit le ministre de la Défense ou le président. Très bien. Avez-vous un acte de nomination du président en faveur de M. Toumba par rapport à ce poste? Avez-vous un acte de nomination? Ah, moi je n'en sais rien, mais celui qui s'est déclaré... le savoir. Et celui vous ne pouvez qui pas jugeait affirmer sans le nécessaire. savoir. Ah non? Oui? Où est l'acte de nomination? Celui qui s'est déclaré commandant du régiment. Vous n'avez aucun acte de nomination pour appuyer vos déclarations? Vous n'avez aucun acte? Si vous n'en avez pas, dites que je vous ai bien dit que d'abord, il ne relevait même pas de moi. Donc moi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez un acte, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un acte de nomination? Voilà. C'est ce qu'il veut savoir. Ça, moi, je n'ai pas un acte de ça. Alors, saviez-vous que si vous n'êtes pas à même d'administrer la preuve de cette nomination par la production d'un tel acte, que ce tribunal ne vous prendra pas au sérieux? Est-ce que vous le savez? Parce que M. Toumba ne reconnaît pas ce que vous êtes en train de lui attribuer. Vous le savez? Puisque cette juridiction fonctionne sur la base des preuves produites ici et discutées ici. Vous le savez? Peut-être d'ici la fin de ce procès-là, il y aura un acte qui va démontrer qu'il a signé des dossiers auxquels c'est écrit là-bas commandant du régiment. Oh, mais s'il vous plaît, on a vu ces faux documents qui a été produit ici, qui n'est ni daté, ni référencé. Là, ça c'est un acte fabriqué pour les besoins de la cause. Ça ne marchera pas ici. Et je passe. Vous affirmez ici également, alors que M. Marcel l'avait vigoureusement contesté, que ce dernier était l'adjoint de M. Aboubakar Diakité Ditumba. En avez-vous la preuve? Ce que je sais, c'était son adjoint. En avez-vous la preuve? La question est claire.
C'est la preuve qui fait que je dis que je l'étais adjoint. Est-ce que vous avez la preuve? Voilà. Où est l'acte de nomination de celui-ci aussi? Où est son acte de nomination en tant qu'adjoint? L'acte de nomination, ça c'est entre eux, mais moi, puisqu'il ne relevait pas de moi. Mais arrêtez alors de faire des affirmations, hein, si vous ne pouvez pas. Voilà. Et vous connaissez ou vous avez connu le général Ansoumane Kaba? Général Ansoumane Kaba. Bon, je l'ai connu. Ouais, qui était-il? Général Ansoumane Kaba. Je crois que c'est un militaire fantastique. Oui, quel militaire, quelle fonction a-t-il occupé sous le CNDD, votre pouvoir, qui vous était tant cher? Ça, je ne retiens pas ses fonctions, mais je sais que c'était un général de corps d'armée. C'est un militaire. Mon colonel. Il dit qu'il ne se souvient pas de son poste, maître. Un militaire, un grand colonel de votre rang, vous ignorez, vous oubliez déjà celui qui fut le chef d'état-major général des forces armées. Vous vous rappelez maintenant? Quel nom que vous avez dit? Chef d'état-major général des forces armées. Il a une déposition versée au dossier. Je le connais, je le connais. Eh bien. Alors, monsieur Ansoumane ou général Ansoumane Kaba a eu à déposer devant les magistrats instructeurs ce qui suit. Personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment était une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui. Personne ne devrait s'y mêler. Et ça, c'est le chef d'état-major général qui le dit. Et dans ces conditions, entre vous, votre déclaration et celle du chef d'état-major général des forces armées, en cas de contradiction, laquelle doit l'emporter? Lorsque vous soutenez une chose, le chef d'état-major général soutient le contraire. Laquelle des déclarations doit-elle être prise en compte, mon colonel? J'ai bien dit ce que je connais. Lorsqu'il a arrêté le commandant... C'est pas ça la question. Entre vos déclarations voilà. Et celles du chef d'état-major général à l'époque des faits, quelle est la déclaration qu'on doit prendre? C'est ça, hein? Oui, c'est ça, monsieur le président. Quelle est la déclaration qu'on doit considérer comme étant vraie? Voilà. Entre mon déclaration et celle du général Ansoumane Kaba. Moi, je prends ma déclaration. Donc, vous êtes prêts à fouler au pied la déclaration de vos supérieurs hiérarchiques. Merci. Merci, merci. Vous êtes un bon soldat. Connaissez-vous monsieur Bienvenu Lama? Connaissez-vous monsieur Bienvenu Lama? Je le connais, c'est un gendarme de profession. Très bien. Connaissez-vous adjudant Kobeko Biavogi? Je le connais, c'est un fantassin. Très bien. Je le connaissais. Oui, et Bamba? Bamba, vous le connaissez? Je connais, comme j'avais toujours dit, je connais un ami qui s'appelle Bamba aussi. Oui, il était au camp là-bas. Vous le connaissez? Du bâton char. Voilà. Et savez-vous que ce sont eux qui s'occupaient de la gestion des recrues de Kalia? Vous le savez? Je ne sais pas. Celui que je parle, il n'a jamais même été à Kalia. Et écoutez, je vais vous donner lecture. Vous connaissez quand même Alpha Amadou Baldé? Ou bien vous ne le connaissez pas? Alpha Amadou Baldé. Quelle était son fonction? Secrétaire
de M. Toumba? Bon, si je le vois, je peux le connaître. Donc vous ne le connaissez pas, parce qu'en parlant comme ça, voilà. Voilà, je vais vous donner lecture. Hein. Vous allez vous rappeler des fonctions exactes de ces personnes. Il a dit cela. Et question, à part ce que vous avez appris à la radio, quels sont les renseignements que vous avez appris au niveau de votre unité? Réponse. Quand j'ai pris service le 30, j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes recrues venus du centre de formation de Kalea, Fourekaria. Parmi eux, il y avait certains qui avaient des blessures aux pieds. Ces jeunes étaient encadrés par un certain adjudant Bamba, sergent-chef à l'époque. S'il n'est pas à l'artillerie, il doit être du bataillon char. Question. Qui détenait la liste de ces recrues du centre de Kalea? Réponse. C'est l'adjudant Bamba qui lisait la liste à leur rassemblement. Question. Qui avait établi cette liste? Réponse. C'est Bienvenu Lama, capitaine à l'époque, qui devrait avoir établi cette liste. C'était lui le directeur du centre de formation de Kalea. Question. Page 5. Où ces jeunes recrues, où sont ces jeunes recrues actuellement? Réponse. Leur commandement est mieux placé pour répondre à cette question. Question. Combien de temps ont-ils fait à la présidence? Réponse. Je les ai vus là-bas et il m'a été dit que c'était les élèves de Kalea et qu'ils s'y retournaient. Certains parmi eux étaient blessés. Je crois que c'est le même jour qu'ils ont été renvoyés à Kalea à bord d'un véhicule conduit par l'adjudant-chef Kobeko Biavogi. Vous comprenez maintenant qui sont-ils et quelles étaient leurs implications dans la gestion des recrues de Kalea? Vous comprenez maintenant, mon colonel? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien, qu'ils m'en soient donné à là-bas. Alors, on vous dit que parmi ces recrues, il y a certaines qui sont revenues au camp blessés. Et c'est lui qui parle. Lui, il n'était pas à Conakry, c'est ce qui ressort de son procès verbal d'interrogatoire. Il n'était pas à Conakry au moment des faits, il était à Cancan. Il est rentré le 30 et il trouve des recrues blessés après les événements du 28 septembre. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonnablement en déduire que c'était pendant leur expédition au stade du 28 septembre que cela est arrivé? Oui? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Commandant Nat, il ne peut plus parler. Connaissez-vous Verny Pivi, sergent de son état à l'époque? Reprenez la question. Connaissez-vous Verny Pivi, sergent de son état à l'époque? Revenons au 28 septembre. Monsieur le Président. Est-ce que vous connaissez sergent Verny? C'est Verny, hein? Oui. Verny Pivi. Non, je n'ai pas un nom dans ma famille du nom de Verny. Vous ne le connaissez pas? Non. Voilà. Monsieur le Président, je rappelle que
M. Verny Pivi et M. Kobeko Beavogi et sont avec d'autres des coupeurs de route qui ont été condamnés par la cour d'assises pour des faits d'association de malfaiteurs, d'assassinat et de vol en main armée, et ils ont tous été radiés par un arrêté pris par Maître Kabelet, ministre de la Défense d'alors, et Verny Pivi est bien le fils de mon colonel. Je poursuis. Que savez-vous personnellement des recrues de Kalia? Allons-y. Je n'en sais rien de station de recrues de Kalia, puisque j'attendais qu'il y ait des recrues au Kalia, mais je n'ai jamais été là-bas. Mais est-ce que mon colonel, là, avec toute votre influence que vous vous attribuez, que d'autres vous attribuent, à tort ou à raison, pouvez-vous rester sans savoir ce qui s'est passé réellement au camp? C'était possible ça? Ne nous étonnez pas, hein? Dites-nous la vérité. Oui? Vous avez dit ici que les autres ont menti, donc c'est votre tour de dire la vérité. Oui? C'est la question? Oui? Moi, je n'ai pas raison de mentir ici. J'ai dit bien, j'ai appris le mouvement de Kalia, mais je n'ai jamais été à Kalia, de près et de loin. Alors, vous pouvez me dire la position de votre bâtiment par rapport à celui qu'occupait mon commandant Aboubakar Diakité d'Itumba? Vous pouvez me donner la position des deux bâtiments? Nos bâtiments sont liés, nos bâtiments sont côte à côte. Ouais. Comment se fait-il que mon commandant Toumba Diakité, lui, il soit informé, parce que les rassemblements se tenaient entre vos deux bâtiments, que lui, il en soit informé, que C.C. Raphaël en soit informé, et que vous n'en soyez pas informé? Comment cela peut-il être possible? Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Est-ce que cela est possible? Voilà. Non. Mais alors, pourquoi vous dites le contraire? Pourquoi vous soutenez le contraire? Pourquoi vous dites que vous n'étiez pas informé de leur mouvement au camp Alpha Yaya Diallo? Ce qui était sûr de tous. Qu'est-ce que vous cachez? Je n'ai pas vu un recrue au camp Alpha Yaya. Ok. Le tribunal appréciera. Et vous saviez que même le chef d'état-major général, qui n'habitait pas avec vous au camp, il savait au moins que ces recrues-là existaient et qu'ils étaient gérés par le président Dadis et son ministre de la Défense. Vous le savez? Non. Mais il a dit. Page 2 de sa déposition. Le regroupement de Kalia a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. C'est vous qui faites semblant de ne rien savoir, hein, de ces recrues. Alors, vous avez déclaré à la dernière audience, et ce matin vous venez de réitérer, que vous vous êtes personnellement donné la mission de rechercher M. Aboubakar Diakité d'Itumba. Alors, si vous étiez parvenu à l'arrêter, qu'aurez-vous fait de lui? Qu'aurez-vous fait de lui? C'est la question? Oui. Si moi j'avais arrêté le commandant Toumba, comme le président m'avait déjà instruit, c'était pour le faire présenter devant une porte de justice? Est-ce que vous croyez en cette réponse? Hein? Est-ce que vous croyez en cette réponse? Je crois à cette réponse. Alors, pourquoi des militaires qui ont été arrêtés pendant cette chasse à l'homme, des proches, ont été
ont fait l'objet d'exécutions sommaires. Je vais parler des Bégré. Je vais parler des Destins. Je vais parler de Sankara qui a été découpé. Est-ce qu'on peut vous croire lorsque vous faites de telles déclarations? Oui? Parce que ces mouvements ne sont pas passés devant moi. Si ça passait devant moi, c'était pour les arrêter et les présenter à un poste de la justice ou à un poste de gendarmerie. Écoutez, est-ce que quand Bégré a été arrêté, vous l'avez présenté devant un poste de gendarmerie? Vous l'avez fait? Quand Bégré a été arrêté, il est envoyé à notre niveau. Il y avait un chef de bataillon, paix à son âme, qui est Diamankan. On l'a envoyé, c'est le chef de bataillon. Le chef de bataillon est-il habilité à s'occuper des questions de ce genre? Il constitue en soi une gendarmerie? Ah, moi je n'en sais pas. C'est à ce niveau que vous devrez l'envoyer? C'est pas moi qui l'ai envoyé là-bas. Oh, c'est ceux qui l'ont envoyé, les douaniers qui l'ont envoyé escorté de Pamela jusqu'à son niveau. C'est à son niveau qu'ils ont déposé et lui, à son tour, il a déposé au 32 escalier, le chef de bataillon. Est-ce que vous savez qu'il y a une vidéo qui passe, dont les images sont très atroces, où on voit M. Bégré attaché, ligoté, les deux bras liés au dos. Et sur ces images, vous êtes là avec M. Moussa Tchegboro. Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher cela? Vous savez que les tortures constituent une infraction à la loi pénale. Vous le savez, non? Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher cela? Les gens qui font des coups d'État contre un chef de l'État, qu'est-ce qu'on fait avec ceci? Vous ne posez pas de questions. Vous répondez à sa question. Oui, répondez à la question, monsieur. La question? Oui, vous répondez à sa question. Vous ne posez pas de questions à cette phase-là. Je n'ai pas de... Je n'en sais rien. Alors, mon colonel, vous êtes resté indifférent face aux crimes de torture, face au traitement dégradant, inhumain qui était en ce moment infligé à M. Bégré. Est-ce que, en le faisant, en ne prenant pas vos dispositions, comme vous l'avez fait à l'égard de M. Cessé Raphaël, il a dit ici que vous lui avez sauvé la vie. Vous avez demandé, parce que c'était vous, l'homme fort en ce moment, vous avez demandé de préserver sa vie. Il a eu la vie sauve. Il a reconnu ça ici. Pourquoi n'avez-vous pas fait autant pour M. Bégré? Pourquoi? Pourquoi? Pour M. Bégré, quand ils étaient, ça c'était maintenant à la disposition du chef de bataillon, et le chef de bataillon, qui est paix à son âme, qui a manquant, il a dit de le déposer au niveau de 32 escaliers. C'est là-bas sa fille fait. Mais vous avez dit ici, il n'y a pas encore 2 à 3 minutes, que vous avez ordonné de l'envoyer au niveau des 33 escaliers. C'est vous qui avez donné ces instructions. Donc, ne mêlez pas... C'est pas moi qui a donné les instructions. Quelqu'un qui est décédé. Vous l'avez dit ici, hein? J'ai bien dit qu'il y avait un chef de bataillon. Donc, le chef de bataillon, quand on envoie, la douane a envoyé au niveau du chef de bataillon, qui était le colonel Diamankan. Qu'est-ce que M. Bégré est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Mais c'est le chef de bataillon qui avait la charge de toutes ces choses-là, parce que c'est lui qui... C'est le chef de bataillon qui nous a tenu informé que Bégré est mort en prison. Il est mort en état de séquestration. Et sur vos instructions, vous avez ordonné qu'il soit mis à la disposition de ceux qui géraient les 33 escaliers. Et il a trouvé la mort en ces lieux. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Vous savez que M. Sankara Kaba a été lui aussi découpé au camp là-bas. Vous le savez? J'ai appris. J'ai appris. Pendant que vous étiez le meneur des opérations.
À votre avis, les militaires impliqués dans ces exécutions sommaires doivent-ils, oui ou non, répondre de leurs responsabilités pénales devant la justice de notre pays? Oui ou non, doivent-ils répondre de leurs responsabilités pour avoir tué sauvagement leurs compatriotes de cette façon? La question? Doivent-ils répondre oui ou non de leurs responsabilités devant la justice? Oui, ils doivent répondre à leurs responsabilités, ceux qui ont fait ça. Très bien. Venons à présent au cas des morts et des blessés des événements du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en savez en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle? Qu'est-ce que vous en savez? Je n'en sais rien de ça. Rien. Rien. Et le gouvernement de M. Cabinet Komara, alors, sous la présidence de M. Moussa Dadis Camara, ne s'était-il pas réuni en conseil des ministres autour de cette affaire? Il y a eu un ou des conseils des ministres autour de cette affaire. Il y en a eu? S'il y en a eu, moi je n'ai pas assisté à ce conseil. Ah. Donc, ça veut dire que cette question qui constitue une préoccupation d'envergure nationale et internationale, alors ne disait absolument rien à vous, à votre gouvernement et à votre président. C'est ce que vous voulez nous dire? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Je continue. Vous avez dit ici, dans un camp, lorsqu'il est question de provoquer un rassemblement général, quelle est l'autorité compétente pour convoquer le dit rassemblement? Oui? Reprenez votre question. Je dis bien, lorsqu'il est question de convoquer un rassemblement général, quelle est l'autorité compétente, dans un camp bien entendu, pour convoquer ce rassemblement? Je crois que la question est claire. C'est les chefs de bataillon. Les chefs de bataillon. C'est le commandant du camp ou les chefs de bataillon? C'est ce qu'on appelle le commandant du camp. Ok. Donc c'est le commandant du camp. Mais pourquoi en lieu et place du commandant du camp, c'est vous, et vous l'avez affirmé ici, vous l'avez avoué ici, c'est vous qui avez convoqué un rassemblement général au cours duquel vous vous êtes attribué le pouvoir de désigner un commandant du régiment. Pourquoi? C'est vous qui l'avez fait, alors que vous n'en aviez pas la qualité. J'ai bien dit ici que ce n'est pas moi qui désigne le commandant du régiment. J'ai été mandaté par le ministre de la Défense. Ce n'est pas ça la question. Monsieur le Président, si vous pouvez m'aider. Pourquoi il veut savoir pourquoi c'est vous qui avez appelé le rassemblement? Voilà. J'ai été mandaté par le ministre de la Défense. C'est le ministre de la Défense qui provoque l'assemblement, le rassemblement, ou bien c'est le commandant du camp? À l'époque des faits, parce que d'avoir tiré sur le président, c'est dans ça que le ministre de la Défense, étant qui n'était pas là, qui m'a mandaté de faire ce rassemblement et donner, celui qui a nommé le nouveau commandant du régiment, de le présenter à la troupe. Il vous mandate, il laisse le commandant du camp. Donc vous surplombez le commandant du camp. C'est ce que vous voulez nous dire? Hein?
Mais il n'y avait plus un commandant du régiment. Le commandant du régiment a pris la fuite. Personne n'était. Est-ce que vous avez un acte de vos affirmations? Parce que vous ne faites qu'affirmer. Où est l'acte? Où est l'acte? L'acte par lequel vous avez bénéficié de cette délégation de pouvoir. Si ça n'est un... Oui? C'est le ministre de la Défense qui m'a ordonné. Oh là là. Est-ce qu'il y a un acte? C'est ce qu'il veut savoir. C'est aussi clair que ça. Mais il n'a pas eu un acte écrit, mais il y a eu un acte verbal, téléphonique. D'autres questions? Est-ce que vous avez eu à dire ici que lorsque vous vous êtes rendu à Mania, vous n'auriez pas trouvé les bandits lorsque vous êtes rendu à votre mission imaginaire? Vous êtes rendu à Mania, que vous aurez laissé votre numéro de téléphone là-bas. À qui vous avez laissé le numéro de téléphone? À qui? Mais à l'époque, les éléments qui étaient, tous les gens qui étaient à côté, dans le barrage de Mania, beaucoup de gens m'ont distribué des numéros de téléphone là-bas à des gens, pour qu'en cas où les bandits revenaient sur le champ, de nous faire signe. C'était qui? À qui précisément? Quand vous dites j'ai laissé, vous avez laissé à qui? Et quels étaient ces numéros? Vous pouvez communiquer ces numéros? Bon, moi, je ne retiens plus mon numéro de temps du régiment. Le temps où vous étiez au pouvoir, vous ne retenez plus ces numéros. Lorsque mon commandant passait ici, il a eu à déclarer que vous ne vous êtes pas rendu au stade du 28 septembre. Vous confirmez cela? Ou bien vous ne le confirmez pas? Je confirme de près et de loin que je ne me suis jamais rendu au 28 septembre. Donc vous confirmez ces déclarations de Toumba, que vous n'étiez pas allé au stade? Bien sûr. Très bien. Le même commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, et que vous avez même conversé avec Marcel. Confirmez-vous cela? Non. Alors, pourquoi vous choisissez une déclaration de M. Toumba qui vous est favorable et vous rejetez celle qui ne vous est pas favorable? Pourquoi vous faites cela? Est-ce que ça c'est cohérent de votre part? Ce qui n'a pas été fait, je ne peux pas le dire. Sont des Toumba qui ne leur sont pas favorables et retiennent celles qui leur sont favorables. Merci, Monsieur le Président. J'ai terminé. J'ai terminé, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Après le passage de mon bon disciple, de mon héritier, je n'aurai d'autres questions que ce que sa sagesse a laissé dans l'ombre. Mon commandant, pardon, mon colonel. Oui. C'est avec beaucoup de peine que je vais vous poser des questions parce que vous semblez être quelqu'un qui accepte que les autres tuent les serpents en se servant de vos mains. Et vous finissez par endosser la responsabilité. On va commencer par ce qui fâche. C'est-à-dire les aliments solides, on terminera par le dessert. Commandant, mon colonel, les actes préparatoires de cette escalade, n'est-ce pas vous qui avez loué l'hôtel au rond-point de l'aéroport pour abriter les recrues de Kaléa? Non. Oui. N'est-ce pas vous qui avez loué cet hôtel? C'est sûr de tous. Et vous avez abrité une partie des recrues de Kaléa.
Non. Parce que nous allons provoquer la confrontation. Les cas ce sont les phases préparatoires de l'acte criminel. Nous demanderons au tribunal le tenancier de cet hôtel et les volontaires qui le souhaitent, qui le souhaitent d'ailleurs, viennent vous désigner nommément pour dire que c'est vous qui avez acheminé les gens en ces lieux et qui avez pris l'exclusivité de l'hôtel pendant toute la période que leur séjour avait pris de nécessité en vue de leur départ à Kaléa. Donc, vous ne confirmez pas. Il a répondu d'autres questions, maître. Très bien. Le 28 septembre, vous dites que vous étiez à Manéa, c'est ça? Bien sûr. Mais il est prouvé que le 28 septembre, il est aussi dénoncé, attesté que le 28 septembre, aux environs de 9h30, au camp Alpha-Yaya, au terrain Bata, vous étiez là avec 6 pick-up. Et il y avait des recrues équipés de couteaux et de flèches. Est-ce que vous le confirmez? Non. Vous savez que le colonel Keboro et vous avez constitué pour la cité de grandes célébrités. On ne peut pas se tromper sur votre personnage, vos personnages respectifs. Est-ce que vous n'étiez pas là ce jour? Non, je n'étais pas là. Vous confirmez aussi que vous n'avez pas été au stade. Absolument. Mais vous attestez quand même que vous avez sillonné toute la capitale. Je n'ai pas sillonné toute la capitale. En tout cas, vous avez fait ce que vous pouviez pour la tournée requise. Mon trajet, je vais déjà... que vous avez parcouru ce jour. Reprenez la question. Le 28 septembre. Les endroits que vous avez fréquentés ce jour. Voilà. J'ai bien dit que j'ai fréquenté Manéa. De Manéa, j'ai fait mon demi-tour pour revenir jusqu'au niveau de Bambeto en passant par Kagbele, Sementeri, Koza, Bambeto et je suis... Vous êtes rentré au camp. À Koza, quelles ont été vos activités en ces lieux? J'ai passé, je ne me suis pas arrêté. Il est aussi admis que vous étiez là avec beaucoup de pick-up, que vous avez causé assez de terreur, surtout dans le cadre de pillage, qu'au rond-point de Koza, en descendant sur Simbaya, vous êtes allé tuer un jeune que vous avez embarqué, le corps n'est pas encore retrouvé, et l'imam a transporté aussi. Il a fallu le collège des sages pour qu'il leur soit rendu et il est aujourd'hui dans un pouce-pouce. Est-ce que vous le confirmez? Non. Est-ce que vous savez que vous avez participé à la conception de cette affaire? Est-ce qu'auprès de votre patron, vous avez participé à la conception, à la préparation et à l'exécution de ce massacre-là? Non, moi je n'ai jamais participé à un machin de ce massacre. Puisque vous reniez vos fonctions ministérielles,
Vous n'avez aucun organigramme, aucune structure. Est-ce que votre rôle n'était pas d'être le faire-valoir, d'exécuter des ordres, et de cette nature d'ailleurs? Moi, je n'exécute que mais les ordres que moi j'exécute, sauf les ordres du président de la République. Un ministre qui ne participe pas au Conseil des ministres, qui n'a sur lui une gouvernance, qui n'a aucune organisation sectorielle. Alors, que fait-il là? C'est pourquoi j'avais même dit que il y en a pour la récompense, il faut leur donner des fonds de commerce pour se déployer. Mais vous, en tant que ministre, quel service avez-vous rendu à la nation alors que vous avez reçu des avantages, des primes, des salaires dus à votre rang? Quels sont les services que vous avez rendus à votre nation en tant que ministre? J'ai rendu beaucoup de services à cette nation parce que ici j'ai traqué assez de bandits brigands à main armée et ça s'est passé à la vue d'œil de tout le monde à la télévision nationale de ce pays. Est-ce là vos attributions? N'avait-il pas la gendarmerie, la police? Un ministre dans la rue, hein? Un ministre, c'est un grand homme quand même. Pourquoi vous vous êtes soumis à une telle corvée? Est-ce que c'était vos attributions? Ça fait partie d'une partie de mes attributions. Et l'autre partie, c'était quoi? Ah, mais ça fait partie de, comme vous dites, les gens de la gendarmerie et la police. À 16 heures, après le massacre, vous êtes revenu au camp, toujours avec les 6 Kupok et avec beaucoup de cartons de bière que vous dégustiez d'ailleurs. Avec un ton, si vous voulez qu'on construise ce pays, on le construira. Si vous voulez qu'on le détruise, on le détruira. Mais pour l'instant, c'est Dadis. Et ce ne peut être que Dadis qui a mis un tel slogan. Non. Mais si il vous était donné de le dire, vous le feriez quand même, hein? Moi, je n'ai pas dit et personne n'a dit ça. C'est vous qui avez procédé à des arrestations après, 3 jours après ces événements. Vous avez procédé à de grandes arrestations et arbitraires d'ailleurs. Oui ou non? Je n'ai pas fait les arrestations au niveau du 28 septembre. Oui, après le 28 septembre. C'est après avoir tiré sur le président que nous on faisait la recherche de celui qui a tiré, qui est votre client, qui est le commandant Toumba. Non, laissons celui-ci. Vous parlez de Toumba maintenant parce que vous êtes en lieu sûr, hein, et sous protection. On en reviendra. 3 jours après, vous avez procédé à des arrestations. C'est vrai? C'est la question? C'est bien une question. Vous n'avez arrêté personne? Je n'ai pas de réponse. Pourtant, c'est important parce que les cas de mort par torture et autres vous sont vraiment reprochés. Et vos bureaux étaient devenus des lieux d'interrogatoire et de torture. Est-ce que vous confirmez ça? Non. Moi, je me rappelle qu'un haut
dignitaires de ce régime avaient été de sérieux problèmes. Il m'avait demandé de l'accompagner parce qu'il était convoqué par vous. Mais là, j'ai trouvé le président Doura Chérif qui était en interrogatoire devant vous, il transpirait. Il me dit, maître, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux? La question. Est-ce que vous avez interrogé Doura Chérif? Non. Mais c'est moi le témoin, est-ce que vous l'avez interrogé? Où est le problème, maître? Non, ça va. Très bien. Mais il est en train de poser des questions, maître. Ouais. Alors, je vais parler. Très bien. Mon colonel. Oui. S'il vous plaît, maître, c'est au tribunal d'apprécier cela. Il peut dire qu'il est témoin, c'est au tribunal d'apprécier. Pas à vous. Il est en train de poser des questions. Il est poursuivi pour beaucoup d'infractions. Et il est dans le cadre de ces infractions-là. S'il vous plaît. Il viole les S'il dit qu'il rudiments est du témoin, ça temple. c'est au tribunal d'apprécier. Allez-y, maître. Mon colonel, cette affaire a été pour vous et à en juger par les renseignements dont nous disposons, une occasion d'enrichissement. Parlons de Callot. Vous avez connu Callot? Callot a été présenté à la télévision comme un narco. Par vous, c'est ça? Par le colonel Kebo et même par le capitaine. Je l'ai vu, je connais Callot. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait chez lui? Je n'ai jamais été ce Callot. Oui. Non. Il y a vous, il y a le colonel Keboro, il y a celui qui vient de passer là, comment il s'appelle? La colombe qui était passée là. Kalonzo. Vous êtes allé prendre de sérieux numéraires chez lui. C'est bien ça? Je n'ai jamais été ce Callot. Ah oui. À 224 là-bas, à Lambagny, vous vous y êtes introduit par effraction et vous avez enlevé beaucoup d'argent en dollars, en euros et des kilogrammes d'or que vous avez emportés. Est-ce que vous le confirmez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Monsieur Keboro et vous et votre cohorte, vous avez emporté tous ces véhicules, tout le matériel de travail, des quantités de granit et autres. Et pour vous justifier, il a été présenté comme un narco, alors qu'il avait une société. La question. Oui. Est-ce que c'est bien là, vous les avez encore, est-ce que vous reconnaissez les avoir transportés? On parle du 28 septembre ou on parle de... Répondez à la question. Je n'en sais rien. La commune renommée. C'est-à-dire que dans votre passé, on recense ça. Bon, puisqu'on vous a donné ministre pour vous purifier, pour grandir, pour l'excellence, la dignité, la notoriété, l'autorité, la décence et autres, bon, on n'a pas vu de traces en ces lieux. On interroge aussi ces événements qui peuvent être ralliés à ceci. Si vous avez fait ça par le passé, c'est que c'est possible maintenant.
La question. La question, où sont ces biens? Est-ce que reconnaissez-vous avoir été là? Je ne reconnais pas. Mais vous connaissez Kalo quand même. Et je connais bien Kalo. Dans quelles circonstances? Parce qu'il n'est pas militaire. Maître, ça va nous mener où? Ça, nous sommes en train de faire des rapprochements. Parce que ce que fut le 28 septembre, c'est la suite logique parce qu'il y a eu des pillages, Monsieur le Président. Il n'y a pas eu que des viols, il y a eu des vols, il y a eu des pillages et tant d'autres. Or, c'est la suite de ces... Continuez alors, faites voilà. Moins de commentaires. Très bien. Non, c'est les besoins de l'explication. Ouais. Mon colonel, où sont passés les morts? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous avez entendu parler à leur sujet parce que vous étiez ministre à l'époque et pas des moindres? Je n'ai pas de réponse. Toumba, commandant du régiment, dites-vous, c'est bien ça? Bien sûr. S'il l'était, c'est qu'il commandait le ministre de la Défense, il commandait le chef de l'État, il vous commandait vous-même. Mais vous, pourquoi ne lui obéissiez-vous pas? Parce que c'était votre chef. Un commandant de régiment ne commande pas un ministre ni un président. Il commande qui? Il commande sa troupe, auquel il a à sa disposition. La troupe est constituée, un régiment est constitué de... comment il est composé? Parce que là encore, c'est des questions de tests militaires, ça. C'est les différents bataillons. Les différents bataillons qui sont réunis, qui forment le régiment. C'est-à-dire que... donnez-moi le nom de quelques bataillons. Moi, je connais seulement que les unités qui étaient à mon niveau. Donc, vous ne connaissez pas les attributions d'un commandant de régiment? Non, mais chacun, moi, la partie qui m'intéresse, c'est ceux qui sont à ma disposition que je connais. Vous dites que quand vous avez appris les informations, vous êtes allé voir le président, qui vous a dit qu'il n'en savait rien, et vous êtes parti dans votre bureau, c'est bien ça? En partant au bureau, les murmures qui parlaient, et quand je suis allé au bureau, je me suis reposé. Quand je me suis levé, j'ai regardé la télévision, j'ai vu les images, je suis reparti. J'avais déjà dit ça ici. Le pays est en danger, les hommes sont tombés, le ministre en est informé, le chef de l'État aussi, et chacun s'est reposé dans son bureau, n'est-ce pas? Vous surtout. Je n'ai pas de réponse pour ça. Pas de réponse. Donc, ça ne vous a pratiquement rien dit. Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Maître Sylla vous a posé assez de questions. J'en ai beaucoup pour vous et beaucoup. Je crains qu'en vous les posant, elles servent aux véritables destinataires. Je préfère les conserver pour la confrontation. Merci.